Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la création d'entreprise. Très heureux d'accueillir aujourd'hui Romain Laventure, qui est responsable de développement chez Cambase, et puis également Maître Saval, qui est notaire associé et avec qui nous travaillons sur des créations d'entreprises. Alors, je vais me présenter et puis ensuite je laisserai Romain et Anthony également se présenter et nous dire ce qu'ils font dans le processus de création d'entreprise. Au préalable, je vous ai mis quelques petits mots sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, suggestions ou remarques sur le chat et nous nous efforcerons d'y répondre le mieux possible. Alors pour ma part, je m'appelle Alexandre David, je suis président et fondateur de Paychrome. Paychrome, c'est le compte pro pour les entreprises. Nous nous sommes créés il y a un peu plus d'un an maintenant. Nous avons aujourd'hui plus de 6000 entrepreneurs qui nous ont rejoints. Et Paychrome, c'est quoi? Non seulement c'est le compte pro, mais c'est un IBAN français, c'est une capacité de réaliser des virements, des prélèvements, c'est une carte de paiement, la gestion des notes de frais, l'interface avec la comptabilité. Et puis pour les entrepreneurs, la priorité c'est évidemment de se faire encaisser. Et donc nous sommes focalisés sur ce point-là et nous équipons les entrepreneurs avec une capacité d'encaissement par carte bancaire, le recouvrement, donc une facture qui est formulée par l'entrepreneur et notre interface s'occupe du recouvrement de manière complètement automatisée. Et puis, en partenariat, nous proposons également le terminal de paiement et puis la capacité de vente à distance de manière intégrée sur le site Internet. Alors, évidemment, avant d'être sur toutes ces fonctionnalités, ce qui est très important pour l'entrepreneur, c'est de réussir sa création d'entreprise. Nous avons développé un module dédié aux créateurs d'entreprise. Donc, en fait, chez Paychrome, c'est ouvrir un compte. Ouvrir un compte, je n'ai pas de sirène. Donc, sirène, comment faire pour avoir un sirène? Il faut déposer son capital. Et donc, de là, nous avons ce module complètement automatisé et qui ensuite conduit au dépôt de capital et qui permet d'obtenir son cabis. Alors, on va détailler ça et je vais laisser la parole à Romain. Merci Romain de nous avoir rejoints. Je te laisse te présenter et nous indiquer ce que tu fais chez Cambase et que fait Cambase. Et merci beaucoup Alexandre pour cette invitation. Alors Cambase, c'est une société, avant tout une société de domiciliation commerciale, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre de centres d'affaires qui nous permettent d'accueillir les sièges sociaux de nos clients, quelques dizaines de milliers à ce jour, à travers un écosystème que nous construisons, donc avec des partenaires effectivement comme nous pouvons avoir avec Paychrome. Et l'objectif pour nous effectivement, c'est de pouvoir proposer une multitude de services à ces clients chefs d'entreprise, créateurs et ou dirigeants, donc à travers la domiciliation, pourquoi pas la création des entreprises et bien entendu tout autre type de service. Très bien, merci beaucoup. Alors, Anthony Saval vient de nous rejoindre. On ne te voit pas, mais je crois que tu peux parler. Et donc, j'espère. C'est parfait. Bon, eh bien. Merci de nous avoir rejoints. Je te laisse te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais dans le cadre de la création d'entreprise. Oui, merci Alexandre. Alors, j'ai pas été défiguré par un accident de trottinette, mais je n'arrive pas à brancher ma caméra. Ça va peut-être arriver. Bon, donc moi, je suis notaire à Paris. Et donc, traditionnellement, le notariat accompagne les entrepreneurs à l'occasion de leurs affaires personnelles, mais également de la création de leurs entreprises, notamment au moyen de la rédaction de statuts adaptés à leur situation et à leurs ambitions, et puis sur une activité particulière, un peu méconnue, qui est à dire l'encaissement du capital nécessaire à la constitution de la société, où là, les notaires sont habilités à encaisser les apports des associés pour leur permettre ensuite de faire immatriculer leur société au greffe du tribunal de commerce.
Très bien, merci beaucoup. Alors, on va revenir sur tout ça parce que ça peut paraître du chinois pour les porteurs de projets qui nous ont rejoints. Je vais juste repréciser le dynamisme entrepreneurial en France qui est fabuleux. Ah bah, ça y est, on voit. Ça y est. Bonjour Anthony. La caméra est de retour. Alors, le dynamisme de la création d'entreprise est vraiment fabuleux. Il y a eu en fait une croissance qui a été telle en 20 ans que le rythme de la création d'entreprise a été multiplié par 5. Donc, on parle de chiffres qui sont colossaux. Alors, il y a évidemment le phénomène de la micro-entreprise, mais même sans ce phénomène de micro-entreprise, si on regarde juste les sociétés, le nombre de sociétés a quasiment été multiplié par 2. Et il se crée, en fait, sur les 12 derniers mois, l'INSEE nous dit qu'on est sur une croissance entre 15 et 20% en tendance, ce qui est absolument colossal. Et donc, c'est très important, ce process de création de société, parce que toute société doit s'équiper d'un compte bancaire. Pour s'équiper d'un compte bancaire, la société doit déposer le capital et donc il y a tout un formalisme qu'il faut respecter. Et je vous mets là de manière assez succincte les différentes étapes pour créer son entreprise. Le premier point, c'est évidemment d'élaborer son étude de marché. Est-ce qu'on va avoir ses clients, comment on va se positionner sur un produit et donc bien s'assurer en fait qu'il y a un potentiel de marché pour pouvoir vivre de sa société. Le deuxième point, ça va être de réaliser son business plan, qui va être la structure de coûts et donc est-ce que je vais dégager une marge qui va être suffisante pour pouvoir faire vivre et perdurer la société. Donc c'est une chose que d'avoir des clients, mais ensuite il faut pouvoir faire vivre la société. Le troisième point qui découle des deux premiers, et puis aussi surtout de votre situation personnelle, et puis comment vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, quel statut juridique, hein, c'est pas du tout la même chose que d'exercer en entrepreneur individuel, en SARL, en SAS, hein, pour situer juste les principaux statuts juridiques qui ont aujourd'hui cours. Et juste pour vous donner une indication, aujourd'hui, nous avons 80% de SAS et de SARL dans notre process de création d'entreprise. Alors, si vous vous associez avec d'autres associés, il est très important que chacun signe les statuts. Les statuts sont l'acte fondateur de l'entreprise. Et donc, c'est les statuts qui doivent être signés par chaque associé. Ensuite vient cette étape de dépôt de capital. Et une fois que vous avez le dépôt de capital, vous pouvez obtenir le CAPIS et enfin libérer le capital, ouvrir le compte professionnel et aller voir vos premiers clients. Donc ces 7 étapes sont absolument indispensables. On ne peut pas en brûler une et on va les détailler maintenant avec cette question sur la domiciliation, puis ensuite sur les statuts et sur le dépôt de capital. J'ai une première question pour toi, Romain. Pourquoi la domiciliation? Pourquoi est-ce qu'en fait c'est important, il faut réfléchir à cette question de domiciliation. Pourquoi est-ce que se domicilier chez soi, c'est pas forcément une bonne idée? Et quel est l'intérêt, en fin de compte, de se domicilier dans une société professionnelle comme la vôtre? Alors, je commencerai par indiquer, effectivement, pour répondre à ton petit diagramme, le choix de l'adresse, ce serait l'étape 3,5, puisqu'effectivement, ça fait partie des éléments qui composent les statuts, avec bien sûr l'objet social, bien sûr les sous-signés. Et donc, l'objectif de l'adresse, c'est de pouvoir donner une adresse légale à la société. Alors, en France, on n'a pas 50 000 solutions. Soit, effectivement, comme tu le disais à l'instant, ça va être au domicile du représentant légal de l'entreprise, le gérant, le président, etc. Soit l'adresse d'un bail commercial, ou si la société est propriétaire, assez rare quand on crée sa société, cela dit, soit l'adresse
d'un domiciliataire commercial tel que Canvas. Alors, pourquoi est-ce que ce choix, finalement, n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire? Beaucoup de chefs d'entreprise se disent « je vais domicilier ma société à mon domicile, ça me permettra de faire des économies ». Ce qui est vrai, au demeurant, en général, ça ne coûte rien, en tout cas, de domicilier chez soi, sous réserve que le bailleur soit d'accord, que la copropriété ne l'interdise pas, qu'on ne soit pas locataire d'un HLM, etc., etc. Bon, des détails juridiques, dirons-nous. Mais il faut creuser un tout petit peu plus loin. Je vais prendre l'exemple pour pouvoir comparer. Je vais prendre l'exemple de la domiciliation commerciale à Paris, puisque c'est celle que je maîtrise le moins mal, dirons-nous, puisque effectivement, ce sont là où nous avons nos propres centres. Un des points que je pourrais opposer au dire ça ne coûte rien de mettre l'adresse chez soi, ça serait de dire oui, mais avons-nous pensé à la fiscalité des entreprises? Une entreprise, ça va payer une taxe, l'équivalent des taxes d'habitation qu'on appelle la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Et il faut savoir que cette CFE, c'est un calcul qui est relativement complexe, qui dépend de la rue où on est, du coefficient qui est voté chaque année par la mairie, du montant de votre chiffre d'affaires, etc. Donc déjà, c'est particulièrement compliqué à évaluer d'entrée de jeu. Mais il faut savoir que, par exemple, pour les gens qui choisiraient de se domicilier à Paris, et ce jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc on commence déjà à avoir une société qui tourne quand on commence à atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires, cette CFE est forfaitaire. Et en l'occurrence, elle est inférieure à 80 euros. Dès que vous sortez, vous êtes par exemple en première couronne de Paris, au démarrage, on est vite à 300, 400 euros de CFE par an. Alors, je généralise, bien sûr, il y en a un peu moins, bien sûr, il y en a beaucoup plus. Mais finalement, le contrat de domiciliation, même si lui, il est payant, finalement, on fait des économies à l'année. Voilà. C'est sur ce raisonnement-là que je voulais emmener, ne pas rester sur la sensation que c'est gratuit immédiatement, donc ça me coûtera moins cher à l'arrivée. Ce n'est pas tout à fait vrai. Un deuxième élément qui est important de prendre en compte, ça va être les données personnelles. Alors, on en parle de plus en plus, ces données personnelles. Il faut savoir que quand on crée une société, tout devient public. Il y a des grands sites qui rediffusent un certain nombre d'informations. Je pense par exemple au site Papers. On trouve tout dessus. Mais quand on dit tout, on trouve aussi des informations qui, dès lors qu'une information personnelle devient professionnelle, devient également publique. Par exemple, un gérant de société, si la société est chez lui, l'adresse de la société devient une donnée publique. N'importe qui, un créancier, un client mécontent, un huissier. Alors, je suis assez négatif dans mon analyse, malheureusement, c'est l'objet de la réflexion également. Cette information devient publique. Et je rappelle que l'adresse du siège doit figurer sur l'ensemble des documents légaux de l'entreprise. Donc, à premier aspect, déjà, le fameux CABIS, l'extrait du registre du commerce société, mais aussi sur toutes vos factures, éventuellement cachets commerciaux, tampons, etc. Donc, c'est une donnée qui est éminemment publique et dont vous avez l'obligation de communiquer. Donc, attention effectivement au choix de cette adresse, donc la fameuse étape 3,5, ne pas faire de raccourcis trop rapides sur quel est le coût finalement de mon siège social quand on prend en compte la fiscalité qui va avec, et attention aux données personnelles qu'on va communiquer à ses clients et aux tiers. Merci beaucoup pour cette explication, Romain. Je me retourne maintenant vers Anthony. Il y avait deux questions qui me venaient spontanément à l'esprit par rapport à la présentation qui a été faite à l'instant. Le premier point, c'est les statuts. Pourquoi les statuts sont importants et pourquoi ils doivent être signés par chaque associé? Parce que souvent, en fait, on reçoit nous-mêmes les statuts. Donc, dans notre interface automatisée, on a ces statuts. Et puis, bien souvent, il manque une signature. Et donc, on doit revenir auprès de l'entrepreneur pour lui dire, écoutez, là, il faut vraiment signer les statuts parce que autrement, ça ne va pas être possible, quoi. Donc, pourquoi cette signature des statuts est si importante? Alors, cette signature des statuts, elle est importante, elle est essentielle. Les statuts, c'est l'acte de naissance de la société. C'est le commencement de l'aventure entrepreneuriale. Alors, soit quand on est tout seul, mais soit plus fréquemment quand on est plusieurs. En fait, les statuts sont signés par les associés et les associés vont définir le cadre dans lequel ils vont vivre leur aventure entrepreneuriale. Donc, en signant les statuts, on s'engage à un certain nombre d'obligations et ça nous donne un certain nombre de droits. Et donc, par définition, si on souscrit à des obligations, tous les associés
doivent signer les statuts de la société. C'est le pacte social, c'est l'engagement que les uns et les autres prennent, et donc il doit être évidemment impérativement signé par tous les intervenants à cette aventure entrepreneuriale. Donc les statuts, il n'y a pas d'obligation de passer par un professionnel, mais c'est largement recommandé. Hein. Trop souvent, nous, professionnels du droit, on intervient avec des statuts qui ont été récupérés sur Internet, qui ne sont pas du tout adaptés à l'activité de l'entreprise, à la vie des associés. Donc, on vous recommande de vous rapprocher soit de gens qui ont l'habitude de faire ça, soit des experts comptables, des avocats, et le cas échéant, un notaire qui est habilité également à vous accompagner quant à la rédaction des statuts, qui seront un acte juridique essentiel pour l'avenir de la société comme de ses associés, et qui doit donc être adapté à ce que vous voulez faire. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, ensuite, cette question sur le dépôt de capital. Quel est l'intérêt de passer par nos services conjoints pour déposer le capital? Parfois, on nous dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est cher est-ce que j'ai pas intérêt à aller directement à la caisse dépôt ou dans une banque? Alors nous, la réponse qu'on peut leur formuler, c'est la rapidité. Mais quel est ton avis et ta vision par rapport à cet acte de dépôt de capital? Tu as résumé les choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux organismes, enfin, il y a deux entités qui sont habilitées à recevoir le versement de l'apport auquel se sont engagés les associés, c'est-à-dire c'est les banques, ou ce sont les officiers publics que sont les notaires. Donc, lorsque l'on signe des statuts, on s'engage à faire un apport en capital. Cet apport en capital pour les sociétés commerciales, il doit être matérialisé par l'existence des fonds, soit dans la banque, soit chez le notaire. Et c'est la formalité nécessaire pour qu'ensuite, on puisse avoir le cabis de la société et donc commencer son activité. Donc, la seule nuance entre une banque et un notaire, c'est que je dirais que le notaire est plus agile, il est plus disponible et il va demander des délais nettement moins importants pour enregistrer le dépôt du capital et remettre l'attestation à l'entrepreneur qui pourra ensuite la remettre au greffe du tribunal de commerce. Donc le coût de cette prestation, eh bien, elle est liée autant que l'étude de notaire va passer pour recevoir les clients, faire un certain nombre de vérifications, encaisser les sommes, les garder à l'étude avec la responsabilité qui est attachée. Et puis, une fois que la société sera immatriculée, l'entrepreneur enverra le cabis au notaire et le notaire débloquera les sommes sur le compte de la société avec le RIB qui lui sera fourni. Donc, tout ça sont des prestations qui nécessitent un peu de temps et un peu de compétences. Et donc, c'est le coût de la prestation qui est facturé par une étude de notaire. Alors, pour être précis, donc nous, et merci beaucoup, hein, mais je reprends l'exemple c'est pas que soit pas précis, hein, mais si on poursuit cet exemple, des entrepreneurs qui nous donnent les statuts qui sont donc là correctement signés, ils utilisent notre interface donc nous, on va avoir en fait sur notre interface l'identité de l'entrepreneur, de ses associés, l'attestation de domiciliation, le cas échéant, donc avec Canvas, avec Romain. Prenons le cas typique d'un entrepreneur qui va créer une SAS avec deux associés pour 500 € de capital. Donc nous, on va vous fournir l'ensemble de ces documents dont on aura vérifié la véracité. On va retourner les coordonnées bancaires pour que le virement soit réalisé. Les associés feront chacun ce virement de 500 €. Les honoraires de l'étude notariée, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe et combien de temps ça prend
obtenir cette attestation de dépôt de capital? Je dirais que c'est quasi immédiat, puisqu'à partir du moment où on a bien des statuts signés par tous les associés, qu'on a la pièce d'identité des associés, qu'on a bien un virement qui correspond bien à l'engagement qui a été pris par l'associé et non pas par la belle-mère qui fait le virement de 500 € pour le compte du fiston qui n'avait pas le temps de le faire. Donc tout ça, donc une fois que on a vérifié tout que ce formalisme-là est bien respecté, eh bien on émet immédiatement l'attestation de dépôt de capital certifiant que la société XY est bien détentrice d'un capital déposé dans l'étude du notaire d'un montant de 1 000 € dans notre exemple. Et donc cette attestation, elle est émise immédiatement. Alors après, soit le client vient la chercher à l'étude, soit lui est adressé par courrier. Après, c'est les délais postaux. Et ensuite, avec cette attestation, il pourra se rendre ou en transmettre à une société de formalité pour que le dossier complet, avec un certain nombre d'autres documents, dont celui-ci, soit déposé au greffe du tribunal de commerce qui émettra le cabis. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour justement la transmission au greffe du tribunal de commerce, l'entrepreneur peut le faire seul, mais aussi faire appel à une société de formalité. Sur un précédent webinaire, on avait justement un formaliste qui nous alertait sur des différences extraordinaires de délai, donc d'une greffe à l'autre, pour obtenir le cabis. Donc, il nous donnait l'exemple. À Paris et Petite Couronne, il est courant d'avoir des délais de l'ordre de 24 heures pour obtenir un cabis, ce qui est très honorable. Et dans les dom-tom, on a en ce moment des délais qui se comptent en semaines. Et donc, il faut savoir aussi que c'est un point qui est important et certainement aussi à réfléchir en amont par rapport à la question de la domiciliation du siège. J'allais venir justement. Alors, vas-y, Romain, je te laisse. J'allais rebondir sur tes propos, effectivement. Alors, la situation des dom-tom est en train d'évoluer, parce qu'avant, les dom-tom n'avaient pas, à proprement parler, de tribunal de commerce. Vous avez ce qu'on appelle les tribunaux mixtes, comme on a encore en Alsace-Moselle. Et du coup, ne disposaient pas des avantages du code de commerce qui impose aux tribunaux de commerce, justement, un délai, notamment pour les immatriculations, qui est de 24 heures. Donc, le délai de 24 heures dont tu parlais, en plus d'être honorable, est une obligation, enfin, est une contrainte, en l'occurrence, légale des greffes des tribunaux de commerce. Bon. Mais effectivement, on travaille nous, depuis longtemps avec notamment des études notariales dans les dom-tom. En l'occurrence, nous, on travaille beaucoup avec La Réunion, qui, certes, ça coûtait plus cher aux créateurs d'entreprises, mais qui finalement créaient un dossier à Paris, avaient leur cabis en 24 heures et redéménageaient la société. Et après, ça prenait, alors à l'époque, je vais être un tout petit peu plus alarmiste que toi, c'était pas en semaine, mais en l'occurrence, le dossier le plus long que j'ai eu, il a mis plus de 9 mois à La Réunion. Donc, autant vous dire que le créateur d'entreprise, qui en l'occurrence avait une activité saisonnière, a complètement planté sa saison au passage. Mais effectivement, pareil, souci d'économie, n'a pas voulu faire cet aller-retour avec Paris ou n'importe quelle ville de métropole, hein, d'ailleurs, puisque globalement, les greffes en métropole se tiennent à peu près à ces 24-48 heures en fonction des périodes. Mais effectivement, quand on habite des régions où les greffiers ont des délais supérieurs à la normale, effectivement, le faire appel à une société de domiciliation peut être la solution, je dirais, de rapidité pour la création d'entreprise. Donc là, il en va quasiment, de ce que tu dis, de la survie de l'entrepreneur, de bien choisir une domiciliation qui soit adaptée aussi au délai de réponse des greffes. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'est un point qui est très important. Après, il y a aussi, dans le choix de la domiciliation, d'autres composantes, dont aussi le prestige de l'adresse, évidemment. Complètement, et effectivement, alors je me repermets de prendre la parole. Dans le choix de la domiciliation, c'est aussi choisir l'adresse qui correspond le mieux à son activité. Je fais du conseil, je suis dans le secteur du luxe, la rue de la Paix, c'est parlant. Je fais de l'import-export, les Champs-Élysées, même si effectivement sur la capitale, cette adresse est un peu galvaudée. En revanche, à l'international, tout le monde connaît les Champs-Élysées. C'est une adresse qui fonctionne effectivement dans tous les pays. Donc, vous prenez le secteur de République
à Paris, beaucoup d'artisans aiment ce quartier-là. Tout ce qui est du spectacle, c'est pareil. Voilà. Donc, effectivement, il y a une image qui peut coller à l'entreprise en fonction de l'adresse. Alors là, je parle plutôt d'image positive, mais à l'inverse, on peut avoir certains secteurs qui collent une image négative à la société et c'est presque se mettre un bâton dans les roues immédiatement que d'avoir une image négative. Alors, s'il faut, le projet est tout à fait bien. Alors, Romain, nous avons une question d'Olivier. Olivier nous dit qu'il a réussi à obtenir son cabis en Guadeloupe et puis un autre cabis manifestement en Martinique en 72 heures et nous indique qu'on a grossi le trait sur les délais. Alors, tu parlais de la Réunion. Alors, non, en fait, effectivement, c'est ce que j'expliquais au début, les DOM-TOM, en fait, ont maintenant, depuis 1 an à peu près, des greffiers de tribunaux de commerce. Donc, les délais ne sont pas fantaisistes et faux, ils étaient vrais, sauf que la situation est en train de nettement s'améliorer, comme en Alsace-Moselle d'ailleurs, qui a enfin accès à Infogreffe, par exemple, qui permet d'avoir les cabis de manière instantanée. Donc, la situation, alors Olivier en l'occurrence, la situation s'améliore depuis qu'il y a enfin des officiers publics en qualité de greffier qui ont été nommés sur place, donc des vrais tribunaux de commerce qui ont été créés. Alors, ils ont eu un travail fantastique pour avoir échangé avec le greffier qui s'est installé à La Réunion. Ils avaient plusieurs dizaines de milliers de formalités en retard quand ils ont commencé, donc ils étaient dans le jeu directement. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle. Auquel cas, ça veut dire qu'ils sont en train de sérieusement rattraper le retard et qu'on a maintenant en Outre-mer des délais tout à fait réalistes. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on revient sur cette question de l'attestation de dépôt de capital donc, qui a été envoyée au greffe et avec modulo cette question de réponse des greffes qui n'est pas de notre sort malheureusement et donc toute cette question aussi avec parfois beaucoup d'impatience hein, de l'entrepreneur. Une fois que l'attestation et l'ensemble du dossier est pris en charge par les greffes, qu'est-ce qui se passe? L'entrepreneur reçoit le cabis et le cabis, c'est en quelque sorte la carte d'identité de l'entreprise qui va décrire tout ce qu'est cette entreprise, intégrant aussi son code NAF et donc l'activité qui est déclarée. Une fois que le cabis est obtenu, la société peut créer son compte. Donc, si la création de société se fait via l'interface Pchrome, il suffit de charger son cabis et le compte est automatiquement créé. Donc, le RIB est obtenu de manière instantanée. Et muni du RIB, il suffit ensuite de libérer le capital. Et là, je vais poser la question à Anthony. Ça veut dire quoi, en fin de compte, libérer le capital? C'est un terme qui semble un peu technique, mais avec tes explications, ça va être certainement beaucoup plus simple. Alors, j'expliquais que, en fait, quand on signe ces statuts, qu'on s'engage à déposer, à faire un apport pour le compte de la société, donc ça, c'est déposé, c'est séquestré à l'étude du notaire, puisque l'associé déclare qu'il dépose 500 € pour cette société-là. Donc, tant que la société n'existe pas, eh bien, les 500 € restent bloqués sur un compte ouvert à l'étude. Et donc, le mécanisme, c'est dès que la société a sa carte d'identité, son fameux cabis, eh bien, l'entreprise va pouvoir disposer des sommes qui lui ont été remises à condition qu'elle existe. Donc, le cabis, c'est la condition d'existence de la société. La société existe, elle peut donc disposer des sommes qui ont été mises à sa disposition par ses associés. Et donc, techniquement, pour nous, dès qu'on a le cabis, dès qu'on a le RIB, eh bien, on fait un virement sur le compte de la société et le dossier est terminé, clôturé au sein de l'étude puisque la société existe, le capital a été remis à la société, elle peut donc commencer à exercer son activité. Alors voilà, c'est terminé sur le plan notarié, mais la vie commence pour l'entrepreneur et donc pour nous c'est un point qui est extrêmement important parce que nous sommes quelque part les catalyseurs avec notre partenariat de cette création d'entreprise. Mais pour nous, ce qui est important sur Pchrome, c'est justement d'accélérer cette création d'entreprise pour que l'entrepreneur puisse être rapidement opérationnel et qu'on puisse l'accompagner
sur toute sa vie d'entrepreneur pour libérer sa gestion, libérer sa charge et faire qu'il soit aussi dans sa relation avec ses clients encaissé le plus rapidement possible. Voilà, on essaye de tenir le timing, donc on va arriver à la fin de notre présentation. N'hésitez pas à poser encore des questions si vous en avez. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Romain Laventure et Anthony Saval. Donc Romain Laventure de Cambase et Anthony Saval qui est notaire associé à Paris. Nous travaillons régulièrement en partenariat et c'est un plaisir pour moi de répondre aussi aux questions qui ont été posées par Lisa, Olivier. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On reste en ligne encore quelques minutes. Je vous signale le livre blanc des 7 étapes de création d'entreprise en ligne qui est disponible sur notre site Pchrome. Je vais vous envoyer ces éléments dans un email dédié, avec aussi, puisque c'était demandé, les quelques slides qu'on présentait à l'écran. Vous aurez aussi accès au replay. Je crois que Cambase a aussi fait un livre blanc qui est extrêmement riche sur la domiciliation. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site de Cambase. Et puis, je vous souhaite enfin une très belle fin de journée. Merci à tous pour votre présence et à bientôt sur un prochain webinaire.